connaîtrais par chance jamais la dépression. J'ai même eu le prix des rebondisseurs français il y a 3 ans. On m'a offert un prix que j'ai découvert, je ne connaissais pas. J'ai eu de la chance d'avoir une copine qui m'a donné le dossier pour aller à l'EM Lyon, alors que moi, je ne savais même pas ce que c'était les écoles de commerce à l'époque et que j'avais été refusé dans tous les DESS marketing. Si elle ne m'avait pas filé ce dossier que j'ai rempli à la dernière minute, je ne serais peut-être pas à Paris. Souvent d'ailleurs, les gens me disent qu'ils ont peur d'être remplacés par l'IA. Le vrai problème, c'est pas d'être remplacé par l'IA, c'est d'être remplacé par celui qui maîtrise l'IA. L'IA, c'est ma 15e start-up, première rentable d'ailleurs. Moi, j'adore faire les webinaires. Je me souviendrai toute ma vie, le premier webinaire que j'ai fait, j'en avais des frissons. Et quand on a fait le premier challenge, on a eu, je crois, 12 000 personnes en live sur le premier challenge qu'on a fait en début d'année. Et j'avais ma chérie qui était en face de moi, qui était venue me soutenir. Et je voyais le compteur qui tournait. Toutes les secondes, il y avait 100 personnes de plus de connectées. Les gens viennent ensuite, une fois qu'ils ont rejoint la famille Allegria. Mais ils me donnent une énergie incroyable. Les gens qui viennent me sauter dans les bras en me disant Francis, t'as changé ma vie, j'ai signé mes premiers clients, j'arrive à faire des trucs incroyables, jamais j'aurais pensé que c'était possible, j'ai retrouvé du sens dans ce que je faisais. C'est juste des moments incroyables. Deviens visible. Bienvenue dans le podcast des singularités où je reçois des entrepreneurs à la base qui ne devaient pas être visibles, qui sont devenus visibles. Ici, le but, c'est de décortiquer, d'analyser, de comprendre comment ils ont fait pour faire des choses extraordinaires. Je suis ravi de recevoir cette personne aujourd'hui parce que c'est un multi-entrepreneur, il a fait beaucoup de choses, il a 1000 vies. J'ai la chance et l'opportunité de recevoir Francis Lelon. Salut Francis, ça va ? Salut Steve, ça va très bien et toi ? Ça va super, merci beaucoup d'être là. Ravi d'avoir accepté ton invitation. Ben écoute, parfait. On va rentrer dans le vif du sujet. J'aime bien demander quelle est la singularité qui a fait l'entrepreneur que tu es aujourd'hui. Première question. Et la deuxième question, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas, mais Sarenza, pas mal de projets, tu es derrière ces projets-là. Ouais. J'aimerais que tu racontes comment on a cette vision pour créer une marque comme ça. Donc, première question, quelle est la singularité qui fait la personne que tu es aujourd'hui ? Écoute, moi, j'ai compris ça le jour de la remise de mon diplôme d'école de commerce. Okay. Et toujours les gens qui me disaient qui arrivera dans la vie, mais je ne comprenais pas trop pourquoi les gens me disaient ça. Qu'est-ce qui était ma différence ? Pourquoi j'étais délégué de classe quand j'étais au lycée, tu vois, ce genre de trucs. Et puis, quand mes parents sont venus très fiers à la remise de diplôme, parce que je dois avoir à peu près 30 cousins, on doit être 4 à avoir le bac. Pas le directeur de l'école, mais l'intendant, donc celui qui s'occupe vraiment des étudiants, tu vois. Pas un prof, pas quelqu'un, tu vois. Il est venu et j'avais une bonne relation avec lui. Il était là à mon entretien de recrutement quand j'ai fait l'admission parallèle à l'école. Il est venu voir mes parents, donc 2 ans après cet entretien, pour leur dire à quel point il avait rarement vu des étudiants comme moi, alors que mes résultats académiques n'étaient pas exceptionnels, mais parce que j'avais un truc de différent et je pense que ça m'a poursuivi toute ma vie. Moi, j'arrive partout, tous les matins, avec le sourire, l'envie d'aller de l'avant et je pense que ma caractéristique, c'est celle-ci. Même dans les moments difficiles, et j'en ai connu de ma carrière d'entrepreneur, quand tu es au fond du trou, je dors bien, je me lève tous les matins avec la banane et j'ai envie de tout défoncer. Et je pense que ça, c'est ce qui fait ma différence et ça n'a jamais changé. Je pense que je ne connaîtrai par chance jamais la dépression, jamais. Je suis toujours hyper positif. Les problèmes glissent et on rebondit toujours. J'ai même eu le prix des rebondisseurs français il y a 3 ans. On m'a offert un prix que j'ai découvert, je ne connaissais pas. Donc voilà, je pense que c'est ça ma caractéristique. Et du coup, ça m'a forgé pour la suite, puisque effectivement, comme tu l'as dit, j'ai fait 15 startups. Exactement. Certaines n'ont pas marché, bien évidemment. Elles n'ont pas toutes réussi. Alors, j'ai de la chance, je n'ai jamais déposé le bilan encore, mais en tout cas, beaucoup ont été, des demi-échecs, en tout cas, n'ont pas contribué tel que je le souhaitais. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon, ça voudrait dire que ça serait très simple d'entreprendre et tout le monde le ferait. Mais effectivement, dans mes faits d'armes, il y a sarenza.com que j'ai cofondé avec 2 associés vers 2002-2003 et qui a été une très belle aventure, qui ne s'est pas forcément bien terminée, mais qui a été une aventure entrepreneuriale assez formidable. Et surtout, tu sais, quand tu es un jeune entrepreneur comme moi, né dans les années 70, avec comme image Bernard Tapie, on rêvait tous de faire de l'argent, bien évidemment, d'avoir une forme de réussite sociale. Hein, c'était très important, moi qui viens d'un petit bled à côté de Metz, en Moselle. Et surtout, on avait envie, je crois, de faire une marque que les Français connaissent. Tu sais, t'as envie de faire l'introduction en bourse, tu as envie de laisser une trace. Très fier qu'aujourd'hui, Sarenza, ça soit une marque qui parle autant aux Français encore aujourd'hui, presque bientôt 30 ans après. Mais c'est vrai, avant de revenir, après, aujourd'hui, tu viens de parler de l'IA. Aujourd'hui, je pense que l'analphabète, c'est la personne qui n'utilise pas l'IA. J'exagère un peu quand je dis ça. Ouais, il y a 2 niveaux d'électronisme. Maintenant, il y a des mots pour ça. Ça s'appelle l'électronisme. Et effectivement, ça s'appelle comment ? Électronisme. Électronisme, ok, et tu as 2 niveaux dans l'électronisme aujourd'hui. Tu as l'électronisme, j'allais dire, standard, historique, qui sont les gens qui n'arrivent pas ou qui ne savent pas se servir d'un ordinateur. Et il y en a encore, c'est à peu près 15% de la population française, c'est énorme, ça fait des millions de personnes.
Et tu as un deuxième niveau d'électronisme qui est en train de se construire aujourd'hui, qui sont ceux qui vont être des, entre guillemets, humains augmentés et ceux qui ne le seront pas, puisque la conviction qu'on a chez Allegria, mais avec d'autres, c'est qu'on est en train de changer de monde, on est en train de changer d'air. On a été des chasseurs-cueilleurs, après il y a eu l'ère de l'agriculture, de l'industrie, de la technologie de l'information, et on est clairement en train d'entrer dans une nouvelle ère, l'ère de l'homme augmenté. Et souvent, d'ailleurs, les gens me disent qu'ils ont peur d'être remplacés par l'IA. Le vrai problème, ce n'est pas d'être remplacé par l'IA, c'est d'être remplacé par celui qui maîtrise l'IA. Et là, il y a un vrai challenge, il y a un vrai besoin de se reformer, de monter en compétences, comme on l'a vécu dans les années 80, quand l'informatique est arrivée. Il a fallu former tout le monde sur Word, Excel, PowerPoint, et puis après Internet, et maintenant l'IA, avec cette petite différence qui est que sans doute que l'impact sur l'emploi, l'impact sur nos manières de travailler, l'impact sur la société de l'IA sera infiniment plus importante que simplement, entre guillemets, l'arrivée du smartphone ou d'Internet. Allons dans ton passé. Tu dis que tu viens d'un petit patelin de Metz. Tes parents, ils étaient entrepreneurs ou pas? Et effectivement, écoute, moi je suis né en Moselle. Okay. Je ne sais pas si les gens du Nord sont pareils, mais en tout cas, on est très proches dans les valeurs avec les gens du Nord. Et c'est une région qu'on adore, surtout quand on est loin de cette région. C'est-à-dire qu'en fait, tu es très fier de tes origines, mais en fait, tu es content d'être parti, quoi. Parce que c'est une région dure. À mon époque, c'était la fermeture de la sidérurgie, donc beaucoup de chômage, beaucoup de conflits aussi entre différentes communautés. C'est une terre d'immigration, même si ça va mieux aujourd'hui. Une météo catastrophique, faut se le dire. Okay. C'est pas du tout sympa. Tu es loin de tout, tu peux pas aller skier, tu peux pas aller à la mer. Donc le seul avantage, et ça je l'ai vraiment gardé, je pense, dans mes tripes, c'est d'être à 50 km de la Belgique, du Luxembourg et d'Allemagne. Donc tu es vraiment au cœur de l'Europe. On allait faire la fête en Belgique, on allait acheter de l'alcool au Luxembourg et faire le plein en Allemagne. Et ça, c'était quand même assez dingue. J'ai connu les frontières, j'ai connu la fin des frontières. Avec quelques amis, j'avais 16 ans, on voulait aller au mur de Berlin. Quand il y a eu la chute du mur de Berlin, ça n'a pas pu se faire. Et c'est un truc que je regretterai toute ma vie de ne pas y être allé. Mais on a vraiment en nous, c'est ce qu'on appelle le pays des 3 frontières. Et c'est un endroit unique en France. Et ça a marqué, je pense, ma vision de l'Europe. Et puis, on a été 70 ans allemands en Alsace-Moselle. Et donc, on a vraiment l'Europe cheville au corps et on sait le prix de la guerre. Et ça, c'est quelque chose que j'oublierai pas. Mais tu étais destiné à être entrepreneur? Est-ce que tes parents étaient entrepreneurs? Alors ça, c'est une bonne question. J'allais dire oui et non. Okay. Oui, mes parents étaient entrepreneurs, puisque mon père a monté un petit magasin de vente d'outillage pour le BTP. D'accord. Donc il avait même pas le certificat d'études. Il est parti de la maison à 14 ans, il s'est fait tout seul. Il était commercial et à l'âge de 30 ans, il a décidé de lancer son magasin, de prendre tous les risques. Et ça lui a réussi, alors à son niveau, mais en tout cas, il était très content de ça. Et ensuite, je dirais non, parce que je suis venu, j'allais dire, à l'entrepreneuriat par défaut. Et qu'est-ce que j'entends par là? En fait, j'ai compris assez rapidement, je pense vers 15-16 ans, que je serais ni chanteur, ni footballeur, ni comédien, et que si je voulais réussir dans la vie, il me restait qu'un seul truc à faire quand je regardais la liste des gens que je voyais à la télé, qui gagnaient de l'argent, qui avaient des belles villas et de la réussite sociale, c'était d'être entrepreneur. Les fameuses années tapis. Okay. Et donc, je me suis dit, je vais faire entrepreneur parce qu'en fait, si je veux réussir, il me reste que ça, quelque part, tu vois. Et puis, j'ai toujours été une grande gueule, j'ai toujours voulu faire des choses. Moi, je suis d'abord un doueur et donc, ça m'allait assez bien. Mais moi, ma vie sur cette période-là, et c'est souvent quelque chose que je dis aux gens qui ont réussi, moi, c'est aussi beaucoup de chance. J'ai eu la chance d'avoir mon bac parce que le prof de maths nous a fait réviser les développements limités 2 jours avant et c'est ce qui est sorti le jour du bac S scientifique à l'époque. Sinon, je ne l'aurais pas eu. J'ai eu de la chance d'avoir une copine qui m'a donné le dossier pour aller à l'EM Lyon. Alors que moi, je ne savais même pas ce que c'était les écoles de commerce à l'époque et que j'avais été refusé dans tous les DESS marketing. Si elle ne m'avait pas filé ce dossier que j'ai rempli à la dernière minute de manière très dilettante, je ne serais peut-être pas à Paris et je serais peut-être en train d'être, je ne sais pas moi, un métier très respectable, mais pas là où je suis aujourd'hui. Ouais. Donc, alors bien évidemment, on peut aussi dire que c'est des chances que je me suis provoquées, c'est sûr, il y a toujours un petit peu des deux. Mais dans la vie, dans le business, il faut aussi reconnaître que parfois, tu as de la chance et parfois, tu n'as pas de chance. Le gars qui a ouvert son restaurant une semaine avant le Covid, il n'a pas de bol, il n'y peut rien, quoi. Donc, il faut relativiser tout ça quand même assez fortement. Intéressant, super. Est-ce qu'il y a un élément de ta vie qui t'a construit? Je veux dire, typiquement, comment ça se passe? Tu as ton bac,
Tu finis, tu fais ton école de commerce, tout de suite, entreprends. Comment Ouais, tu fais? il y a un truc qui m'a construit et je ne sais pas s'il le sait vraiment d'ailleurs, peut-être qu'un jour je lui dirai ou peut-être qu'il écoutera ce podcast, mais c'est mon frère. Ok. Il s'appelle comment? Il s'appelle Eric. Ok, on va lui Il a envoyer. 6 ans, ouais, il a 6 ans de plus que moi. D'accord. Je sais pas comment il va prendre ce que je vais dire, mais je pense Ok. qu'il en a conscience. Il m'a montré tout ce qu'il fallait pas faire. Ok. Il a fait tout ce qu'il fallait pas faire. Il a eu plein d'opportunités qui ne sont pas concrétisées. Il a fait des choix qui n'étaient pas forcément les bons. Quand il fallait aller à droite, il était allé à gauche. Et donc, mine de rien, grâce à l'écart d'âge qu'on avait, même si il y a d'autres choses qu'il m'a transmis sans le savoir, qui ont beaucoup de valeur. Par exemple, j'ai jamais fumé de ma vie grâce à lui, tu vois, parce qu'il était très sportif et puis je voulais faire comme mon grand frère, donc c'était bien. Il y a aussi d'autres sujets sur lesquels j'ai vu ses erreurs. Il a arrêté l'école très tôt. Il a fait des choix qui n'étaient pas forcément toujours les bons. Ouais, je ne vais pas dire que je me suis construit en opposition avec lui, parce que quand on était jeune, accident d'écart, forcément, on s'engueulait beaucoup. J'étais le petit poil à gratter qui l'emmerdait tout le temps. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus proches, bien évidemment. Mais il y a un petit peu de ça quand même. Je pense que ça m'a construit. Et le deuxième élément, c'est toujours un élément familial, alors que chez nous, on n'est pas très famille, c'est de voir mes parents bosser 50 heures, 60 heures par semaine. Quoi. Enfin, chez nous, on bossait tout le temps. Quoi. Moi, ça ne m'a jamais choqué, même encore aujourd'hui, de faire des journées de 15 heures. Quoi. Et bien évidemment, on le sait tous, le travail, il paye en fonction de ton ambition. Quoi. Moi, j'ai pas de souci sur les gens qui n'ont pas d'ambition. Ils choisissent leur vie, ils sont très heureux. Et s'ils veulent 12 semaines de congé, qu'ils les prennent. Tu vois. Mais il faut savoir qu'est-ce que tu as envie dans la vie, en fait, tout simplement. Et l'assumer après. C'est comme les enfants, c'est comme le mariage. Voilà. On a la chance de vivre à une époque où tu peux choisir la vie que tu as envie d'avoir, à condition de t'en donner les moyens et d'avoir une vision claire sur ce que tu veux. Et moi, je pense que c'est comme ça que j'ai mené toute ma vie sur des décisions très fortes que j'ai prises assez jeune, et qui n'ont fait que finalement se renforcer encore du temps. Ton premier succès entrepreneurial, c'est quoi? C'est Black Orange. Black Orange, une boîte qu'on crée avec Pierre-Edouard Sterrin et Véronique Torner en 99. C'était pas ta première boîte, c'est là. Ah si, Black Orange, c'est la toute première. C'était la toute première? Ah ouais, Black Orange 99, c'est la toute première. Okay. Avant, j'avais fait une asso à la fac, mais bon, rien à voir. Non, c'était vraiment la toute première, 99. Okay. On peut dire... des fois, je compare un petit peu ce trio d'entrepreneurs avec les bronzés, tu vois, qui étaient tous, voilà, exactement, de Thierry Lhermitte. Ils étaient tous ensemble au lycée, et puis ils ont tous le Splendide. Le Splendide. Donc nous, c'était un peu ça, parce que Véronique, elle a un parcours incroyable après, bien évidemment, Pierre-Edouard aussi, même si ça fait 20 ans qu'on ne se parle plus. Non, parce qu'on n'a pas vraiment les mêmes valeurs, donc ça ne peut pas marcher. Okay. Mais bref, en tout cas, on était là tous les trois à monter cette boîte ensemble. Et ça a été un très beau succès commercial, mais malheureusement, on a eu un peu, sans doute, trop de confiance en nous, ce qui fait que quand on nous a fait des propositions de rachat, on les a refusées. Et la bulle Internet a explosé quelques mois après, et donc on n'en a pas tiré de profit financier. On aurait pu être déjà millionnaire à l'âge de 25 ans. Je ne sais pas si on aurait été plus heureux d'ailleurs, mais en tout cas, c'est pas fait comme ça. Et puis ensuite, Pierre-Edouard après est allé faire Smartbox, et puis moi j'ai fait Sarenza. Donc ça, c'était la toute première, Black Orange. Et l'idée de Sarenza, c'est quoi? Alors, l'idée de Sarenza, c'est un petit peu la même chose que Black Orange d'ailleurs, puisque en fait, dans les deux cas, avec mes associés, on voulait faire du e-commerce et on était allé regarder ce qui se faisait aux États-Unis. Ça marche toujours encore aujourd'hui, le copycat de trucs qui marchent aux US ici, ça marche toujours très bien. Dans la musique, ça marche depuis des années, encore aujourd'hui, et dans le business aussi. Et donc, on avait découvert Beyond.com à l'époque de Black Orange, qui vendait déjà du logiciel sur Internet, et on a fait un copycat avec Black Orange. Puis, un de mes associés sur Sarenza a découvert, à l'occasion de recherche sur Internet, Zappos aux États-Unis, qui marchait déjà très bien, puisque ça faisait 150 millions de dollars de chiffre d'affaires au bout de 3 ans en vendant des chaussures sur Internet. Et sans Zappos, on ne l'aurait jamais fait, parce que personne n'y croyait. Les consommatrices n'y croyaient pas. On avait fait une petite étude de marché avec nos copines, et toutes nous disaient que jamais elles achèteraient de chaussures sur Internet. On était allé voir les experts du marché, tous nous disaient mais c'est impossible de vendre sur Internet parce que les chaussures, il faut les essayer. Et ça, j'ai beaucoup appris de cette expérience-là, parce que j'ai compris à ce moment-là que la plupart des gens, en fait, étaient très bons pour établir le diagnostic, mais personne pour trouver la solution. Typique des hommes politiques. Exactement. Tous le bon diagnostic, mais après, pour trouver les solutions, il n'y a plus personne. Et nous, ce qu'on a fait, tout simplement, et ce qu'avait déjà imaginé Zappos, c'est qu'on a adapté ensuite au marché français, c'était de considérer qu'à partir du moment où tu pouvais déplacer l'essayage de la chaussure à ton domicile,
plutôt que de le faire en magasin, tu résolvais le problème et du coup, tu pouvais vendre des chaussures sur Internet. Donc, il fallait faire livraison, retour gratuit. Et puis, en réalité, l'expérience d'essayer des pompes à la maison, elle est souvent bien meilleure pour les femmes qu'en magasin, où tu te bats le samedi après-midi pour trouver une place pour essayer. Tu demandes ta pointure, elle n'est pas là, ou la couleur n'est pas là. Tu n'as pas toute ta garde-robe pour vérifier si ça va bien avec tes habits. Et du coup, on a simplement, entre guillemets, mais c'est ça le fondement de faire du e-commerce ou de faire une activité digitale, recréer une expérience digitale meilleure que celle dans les magasins. Ce qui explique le succès de Sarenza et de ses concurrents qui sont arrivés après. Donc voilà, c'était ça en fait tout simplement. Donc c'est vraiment l'idée de regarder quelque chose qui marche ailleurs, de résoudre un problème et d'essayer de le faire de la meilleure des manières possibles. Comment vient cette idée en fait? Parce que... comme j'ai dit, d'abord voir qu'aux US il y a un truc qui marche et qui n'a pas été fait ici. Okay, aller voir ailleurs. Ouais, aller voir ailleurs. Ensuite, ne pas écouter les études de marché. Okay. Ça c'est sûr. Oui, parce que en fait les études de marché c'est comme les bilans comptables, ça regarde le passé, ça regarde pas l'avenir. Et donc Steve Jobs l'explique très très bien à propos de l'iPhone. Ou même de l'Apple Watch, dont personne ne croyait, qui aujourd'hui est la montre la plus vendue au monde. Donc il faut avoir une vision, il faut avoir une confiance, il faut comprendre avant les autres les évolutions du marché, et surtout il faut tester. Je ne crois plus qu'à ça, surtout aujourd'hui où ça ne coûte plus rien de faire un site web, un site e-commerce. Le code, c'est l'IA qui le fait. La fameuse phrase, la fameuse phrase qu'on dit tout le temps dans les startups, test fast, fail fast, elle est encore plus vraie aujourd'hui parce que le temps que tu as pour monétiser une idée, il est de plus en plus court. Saisir les opportunités, il faut être de plus en plus rapide parce que tout le monde les voit. Et donc, finalement, grâce à l'IA, je trouve, on est vraiment en train de faire tomber les barrières qui empêchaient un certain nombre d'entrepreneurs de se lancer, qui était l'argent nécessaire pour faire une start-up qui était lié au code. Ça, c'est en train de disparaître. Le code, ça va coûter plus rien et donc il n'y a plus besoin de VC d'investisseurs pour lancer ta start-up. Et du coup, ça remet au centre du jeu compétences historiques de l'entrepreneur, sa capacité d'exécution, sa capacité à entraîner une équipe, à convaincre, à construire une offre et à savoir la vendre. Et ça, c'est le fondement même. Donc finalement, l'arrivée de l'IA, de manière contre-intuitive, ça remet l'humain au cœur de l'entrepreneuriat, et ça, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Aujourd'hui, Allegria. Ouais. Tu peux me parler de Allegria, c'est quoi? Allegria, je pense que ça va devenir ma plus belle expérience entrepreneuriale. Okay. D'abord parce que j'ai la chance de créer cette boîte avec deux super associés, Christelle et Thomas. T'aimes bien fonder avec deux associés à chaque fois? Ah ouais, et Pourquoi? puis même maintenant, j'ai une théorie là-dessus, c'est que la bonne association, c'est 3 personnes, donc il y a toujours une décision, et il faut obligatoirement une femme. Je ne créerai plus d'entreprise sans avoir au moins une femme associée. Pourquoi? Parce que ça apporte quelque chose de complémentaire. C'est comme courir un marathon sur une seule jambe. Nous, on n'était que 3 mecs, par exemple, sur Sarenza. Et si on avait une femme, on aurait peut-être eu moins d'ego et on serait peut-être moins tapé sur la gueule à l'époque, comme on l'a fait. Donc, moi, je pense quand même que le fait d'avoir cette mixité dans une équipe de fondateurs, ça apporte beaucoup de valeur. Okay. Et puis, je dirais même que, et j'ai fait un TEDx sur le sujet, je pense même qu'en fait, aujourd'hui, il faut rajouter à ces associés, j'allais dire humains, une IA, parce que l'IA, c'est le meilleur 3e associé que tu puisses avoir, qui va être capable de pouvoir t'accompagner sur ta prise de décision, t'aider à construire ton business plan, à réfléchir à ton offre. Donc, l'association idéale, c'est un homme, une femme et une IA pour moi aujourd'hui. Pourquoi une femme? Moi, je pense qu'on est différent avec les femmes. Je pense qu'on apporte une vision très complémentaire. Tu vois, pour te donner un exemple très concret, chez Allegria, il y a des collaborateurs qui vont aller se confier à Christelle totalement différemment qu'ils feraient avec Thomas ou moi. Et donc, je pense que cette sensibilité, cette vision du business qui est différente, apporte énormément dans l'entreprise. Et c'est une question d'équilibre, en fait. Okay. Et puis, même pour recruter. Moi, je connais des boîtes, des startups où il n'y a que des mecs. Une fois que tu as 10 ou 15 mecs dans une boîte, va recruter une nana qui va être toute seule parmi 10 ou 15 mecs, c'est très compliqué. Donc, c'est aussi se donner la capacité d'avoir une diversité encore plus importante dans ta core team quand tu te lances. Parce que c'est difficile pour une femme d'être la première recrue dans une équipe où il n'y a que des mecs, que des techos qui sont là, tu vois. De la même manière que sur la diversité en tant que telle, j'allais dire sur l'âge, sur les origines, c'est pareil. Tu arrives dans une boîte où il n'y a que des jeunes de 25 ans, tu as 50 piges, c'est compliqué, tu vois. Donc moi, j'aime bien ce mix. Ça, c'est sympa, ça apporte beaucoup de valeur, je trouve.
Et du coup, c'est quoi la solution d'Allegria? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait chez Allegria? Ouais. Écoute, c'est une très bonne question. C'est très simple. On est aujourd'hui le leader de la formation à l'intelligence artificielle, aux automatisations et au no-code en France, et peut-être même en Europe d'ailleurs, puisqu'on a accompagné maintenant en un peu plus de 2 ans environ 100 000 personnes sur la phase d'acculturation, donc la compréhension avec des événements qu'on fait en ligne, des challenges, des webinaires qui réunissent 10, 20 000 personnes à chaque fois maintenant pour apprendre et comprendre ce que c'est qu'intelligence artificielle. Et on a notre école de formation où là, on a plus de 10 000 apprenants aujourd'hui, de tous horizons, de tous niveaux académiques, de tous âges, qui viennent apprendre à utiliser ces technologies auxquelles on va devoir tous passer, puisqu'on ne reviendra pas en arrière. Et l'IA va impacter 100% des jobs sur cette planète, donc il faut s'y mettre. Imaginons que je suis mon fils, j'ai 5 ans, et je te demande c'est quoi le no-code, c'est quoi l'IA? Qu'est-ce que tu me réponds? Écoute, c'est une bonne question. Je pense que d'abord, je prendrai ChatGPT et je lui demanderai de me préparer une réponse à cette question, okay. Qui le ferait mieux que moi. Eh bien, écoute, je pense que ce que je lui dirais, c'est assez simple. Dans le monde d'aujourd'hui, l'essentiel de la création de valeur passe par la technologie. On a tous besoin de technologie. Pour faire de la technologie, tu n'as que 2 manières de le faire. C'est soit tu apprends à coder, et tu en prends pour 5 ans d'études parce que c'est pas vrai que tu deviens un développeur en faisant un bootcamp de 3 mois, soit tu utilises l'IA, le no-code et les automatisations. Ces 3 outils ensemble, et je dis bien ces 3 outils et pas juste l'IA, nous permettent de devenir des employés augmentés, des entrepreneurs augmentés, des freelances augmentés. 3 outils. Premier? IA. Deuxième? Automatisation. Troisième? No-code. Ok. IA, automatisation, no-code. Voilà. Et il faut les 3 ensemble. Okay. Et je vais donner un exemple très concret pour que les gens comprennent bien ce que je veux dire. ChatGPT, Mistral, le chat, c'est très bien. Mais tu es simplement en train de poser des questions à une IA qui va t'apporter des réponses. Super. Ça, c'est faire de l'IA, c'est apprendre à prompter. Mais ce n'est pas plus de 5% de ce que tu dois maîtriser aujourd'hui pour vraiment devenir autonome en 2025 sur tes besoins digitaux. Pourquoi ? Parce que si tu veux intégrer de l'intelligence artificielle dans un processus métier, par exemple, pour que l'IA réponde automatiquement à tes emails, que l'IA génère automatiquement des posts sur LinkedIn, ce que je fais tous les jours maintenant, eh ben, tu es obligé de pouvoir intégrer l'IA dans un processus métier. Et pour ça, il faut de l'automatisation, il faut du no-code. Sinon, tu passeras ta vie à poser des questions. Alors, c'est sympa, mais ce n'est pas du tout suffisant pour aller chercher la réalité des gains de productivité, du temps que tu vas pouvoir gagner, de l'argent que tu vas pouvoir gagner grâce à l'intelligence artificielle. Et donc, on voit aujourd'hui beaucoup de formations exploser pour apprendre à prompter, pour savoir utiliser les IA. Ok, c'est très bien, mais ça ne t'apprend pas à maîtriser la data, ça ne t'apprend pas la culture product, ça ne te permet pas de comprendre les API, comment je fais du Lego avec tous les outils. Et finalement, tu passes à côté de l'essentiel de la valeur de l'intelligence artificielle. Alors oui, peut-être que dans 10 ans, l'IA, elle sera intégrée directement dans ton OS, qu'elle fera les API pour toi, et tu auras juste à lui dire « fais-moi un CRM pour gérer mes clients sur je ne sais pas quel sujet », et elle te fera tout toute seule. On n'en est pas encore là et on en est très loin. Et donc, raison pour laquelle, d'un point de vue pédagogique, la conviction profonde qu'on a maintenant chez Allegria, c'est que si on veut vraiment faire un effet de levier sur les technologies d'aujourd'hui, si on veut vraiment réussir à faire les solutions digitales du quotidien dont on a tous besoin sans faire appel à un développeur, il faut mixer IA, automatisation et no-code. C'est hyper intéressant parce que la plupart des gens disent « Ok, je maîtrise l'IA, je maîtrise ChatGPT ». On est d'accord que ChatGPT, c'est juste un petit pourcentage par rapport à l'IA. C'est qu'un tout petit pourcent par rapport à l'IA. Ouais. Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire maîtriser ChatGPT ? Parce que la plupart du temps, les gens pensent qu'ils ont appris à prompter et ça suffit. Ouais. Sauf que ChatGPT, c'est devenu un vrai produit maintenant. Et déjà, quand je fais des conférences, par exemple, sur le sujet, au moins 50% des gens dans la salle n'ont même pas sécurisé leur ChatGPT. Ils ne savent pas comment faire. Donc, tout ce qu'ils mettent dedans, c'est utilisé pour entraîner ensuite le modèle. Donc, autant dire, comme ils font tous du shadow IA, c'est-à-dire qu'ils utilisent les données de l'entreprise, qu'ils mettent dans ChatGPT sans que ce soit sécurisé, c'est juste une catastrophe absolue. Tout le monde peut y avoir accès ? Ouais, voilà, tout le monde pourra y avoir accès après, puisque ça va venir entraîner les modèles. Ils ne savent pas faire des GPTs, ils ne savent pas utiliser les dossiers, ils ne savent pas utiliser le chat éphémère. C'est un truc que je vois beaucoup aussi, les parents qui partagent leur compte à $20 par mois avec les enfants. Je vous rappelle que ChatGPT a une mémoire et qui sait à qui il parle. Et que donc, quand vous allez revenir le lundi matin au bureau, il ne saura plus s'il est en train de parler au gamin ou à l'adulte. Et donc ça, c'est pareil, ça engendre des résultats de mauvaise qualité. Donc, c'est devenu un vrai produit avec sa propre complexité, ChatGPT. C'est pas juste apprendre à prompter. Il y a plusieurs modèles différents. On peut faire des images, on peut faire plein de choses. Donc, il faut avancer. Et ChatGPT en lui-même n'est qu'un des 100, 150 outils aujourd'hui à notre disposition
pour faire de l'IA, pour faire des images, pour faire des vidéos, pour faire du son, dans tous les sens. Et donc, c'est tout un champ d'apprentissage nouveau à explorer. Et à ça, il faut rajouter des outils d'automatisation comme Make. Et à ça, il faut rajouter Airtable pour gérer les bases de données. Et tu peux encore rajouter même Notion pour le knowledge management. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que la stack technique historique qu'on a tous appris à l'école, Word, Excel, PowerPoint, est en fin de vie. C'est des outils qui ont 30 ans et on ne pourra pas continuer à travailler de manière efficace dans les années à venir si on reste sur ces outils-là. Ce n'est pas possible. Donc, il faut aujourd'hui une nouvelle stack technique qui permet de pouvoir exploiter les nouveaux outils. Si aujourd'hui, tu avais le no-code et tu avais l'IA, l'automatisation, enfin tout ce dont tu me parles, qu'est-ce que tu ferais différemment si tu lançais Saranza aujourd'hui avec ça ? Ah bah c'est simple, à l'époque on a mis 1 million d'euros sur la table pour faire un site e-commerce, aujourd'hui ça me coûterait $20. Ok. Je ferais du Shopify et je vendrais mes godasses sur Shopify et ça serait fini. Donc je serais passé en 20 ans de 1 million à $20. T'as pas besoin de compétences avec le no-code ? Ben non, alors si tu as besoin de compétences, ça c'est sûr, mais parce que $20, pas besoin. La personne qui nous écoute là, qui se dit ok d'accord, mais moi comment je fais ? Moi, je connais plein de gamins à 13 ans qui vendent des baskets sur Internet, sur Shopify. Tu vois, il y en a peut-être ici d'ailleurs. Ce que je dis par rapport à ça, c'est qu'il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de mystère, il faut se former. D'accord ? Toutes les entreprises que tu interroges aujourd'hui sur pourquoi vous n'arrivez pas à déployer de l'IA, la raison numéro 1, c'est la montée en compétences. On va tous devoir y passer. Ça, c'est sûr qu'on est encore 5 ans à bosser, 10 ans ou 20 ans. On va tous devoir y passer. Et ce n'est pas miraculeux non plus. D'accord ? Il n'y a qu'à Faucon, et c'est la raison pour laquelle on existe, c'est que, oui, il y a besoin de faire de la montée en compétences, il y a besoin de travailler, il y a besoin de s'y mettre, il y a besoin de changer ses habitudes de travail, il y a besoin de changer même les fiches de poste dans les entreprises. Nous, par exemple, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui dans les gens qui viennent se former chez nous sur la partie de notre business B2C ? On fait B2C et B2B, on forme les particuliers et les entreprises à l'IA. Beaucoup de particuliers viennent chez nous aujourd'hui en se disant mon entreprise ne me forme pas, voire même elle ne me met même pas d'outils d'IA à disposition, voire pire, elle me l'interdit. Sauf que moi, j'ai bien compris que j'avais un intérêt pour mon confort de travail à le faire et donc je vais aller me former chez Allegria. Les gens viennent se former chez nous et puis ensuite, ils retournent bosser et puis le vendredi, ils sont en télétravail. Et ils ont un manager qui ne sait pas qu'ils utilisent de l'IA. Et donc, ils ont une tâche à faire qui est censée prendre une journée. Ils vont la faire en 15 minutes avec l'IA. Est-ce que tu crois que sur le reste de la journée, les gens ils vont aller à la pêche ou ils vont continuer à bosser pour la boîte ? Ils vont à la pêche. Les mecs, ils se font la semaine de 4 jours tout seuls. Ouais. Donc, aujourd'hui, ce qu'on constate, nous, c'est une forme de captation finalement des gains de productivité par les individus. Et ils ont bien raison de le faire parce que l'entreprise elle a qu'à s'adapter aussi. Et donc, ils captent ces gains en confort de travail. Et l'entreprise dit, nous, l'IA, ouais, on l'a déployé, mais on ne voit pas le résultat. En fait, il est là. 850 millions d'utilisateurs hebdomadaires de ChatGPT. Tout de la même manière qu'aujourd'hui, je crois que c'est 80% des étudiants de fac qui utilisent quasiment quotidiennement ChatGPT. C'est énorme. Il n'y a pas un employé de ce pays aujourd'hui dans un bureau qui n'utilise pas régulièrement ChatGPT. Donc, et c'est que ChatGPT. Si tu rajoutes Gemini, Mistral et tous les autres, tu dépasses le milliard. Donc, en fait, il y a une espèce d'écart aujourd'hui qui est en train de se construire entre la capacité des organisations à s'adapter à l'arrivée de l'IA et la vitesse à laquelle les humains, eux, l'adoptent. Et cet écart-là devient problématique parce que les entreprises, du coup, elles se disent, en fait, est-ce que je dois faire investissement pour faire l'IA parce que je ne vois pas de résultats ? En fait, les résultats, ils sont là, mais ils tombent dans la poche des collaborateurs. Ouais. Donc, il y a un petit sujet quand même à traiter autour de ça et je pense que les entreprises commencent à se rendre compte de ça. Et ceux pour qui c'est compliqué, c'est les managers, parce que le middle manager, son avenir avec l'IA, il est quand même sacrément compromis. Lui, s'il ne sait pas que le collaborateur en télétravail, en réalité, il a fait le boulot en 10 minutes, le boulot, il est fait à la fin de la journée, donc il ne s'en rendra pas compte, en fait, il ne le verra même pas. Ouais. Est-ce que, du coup, tu vois un futur où on peut créer une entreprise entièrement avec de l'IA ou pas ? Ah oui, bien sûr, et je pense qu'il y en a qui le font déjà. On a vu cette fameuse prédiction de Sam Altman qui nous dit que dans quelques années, on connaîtra le $1 billion entrepreneur, un entrepreneur solo qui fera 1 milliard de chiffre d'affaires. On n'en est pas encore là. Moi, j'en vois, par exemple, qui font aujourd'hui à 4-5 personnes, ils arrivent à faire 50-60 millions de chiffre d'affaires. C'est déjà considérable. Et d'ailleurs, ça, c'est un changement. On parlait tout à l'heure des années 80. Moi, j'ai connu une époque où les entrepreneurs ne partageaient pas leurs résultats financiers parce que c'était quelque chose de tabou, les chiffres, l'argent. Et donc, quand tu arrivais dans un événement, tu jugeais la performance d'un entrepreneur à son nombre de salariés.
Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on faisait Ouais. tous? T'es arrivé, salut Gérard, moi c'est Francis, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors moi j'ai un cabinet comptable. Ah ok, t'as combien de collaborateurs? Et le mec, s'il te répondait 10, tu savais où le mettre, 50, 100, 1000, c'était le nombre de collaborateurs qui faisait le succès. Tu vois. Aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. Aujourd'hui, le ratio, c'est combien je peux faire de chiffre d'affaires par employé et maximiser le chiffre d'affaires par employé. Donc, est-ce que je peux arriver à faire 100 000 euros par employé, 500 000 euros, 1 million? Et tu n'es plus du tout dans la course au nombre d'employés, tu es plutôt dans la course au minimum d'employés. Et ça, appliqué à des millions d'entreprises demain, ça va avoir un énorme impact sur l'emploi, bien évidemment, puisque c'est le jeu. Aujourd'hui, on essaie de maximiser notre activité en réduisant au maximum le nombre de collaborateurs. Aujourd'hui, si tu as carte blanche pour lancer un projet, comment tu fonctionnerais? Qu'est-ce que tu ferais? Alors, je ferais ce que font un certain nombre de startup studios maintenant américains. Ils lancent une startup par jour. Je pense que je ferais la même chose. Jour. Ouais. Ok. Ouais, parce qu'en fait, tu peux tester un produit. Ça, c'est d'ailleurs un sujet aussi où combien de fois je me suis écharpé avec des entrepreneurs qui me ressortaient le fake it until you make it. Voilà, la fameuse phrase de notre ami Oussama. Donc, pour ceux qui ne parlent pas bien anglais, donc mens jusqu'à ce que tu fasses ton produit. Ce qui est quand même génial pour démarrer une relation avec un investisseur, de commencer par lui mentir. C'est une très belle valeur. Voilà, donc moi, je ne dis pas ça du tout. Moi, en revanche, ce que tu peux tout à fait faire aujourd'hui, c'est tester un marché, lancer un site dans lequel tu vas proposer un produit, tu vas le vendre et puis tu vas rembourser ton client en l'appelant en disant voilà, je faisais un test, machin, merci d'avoir acheté, je te rembourse. Et ça, effectivement, ça permet de vraiment tester, valider un marché. C'est pas mentir. Et ça fonctionne assez bien. Donc là, tu peux aujourd'hui tester énormément de choses. Donc moi, je testerai énormément de choses jusqu'à ce que je trouve la bonne mécanique qui va fonctionner. Et puis surtout, je pense que je changerai dans mon mindset quelque chose d'important qui est un peu, j'allais dire, le mindset qu'on a tous issu du Y Combinator, de cette vision de la startup qui est de dire trouve un problème dans une niche, résous-le et tu vas faire de l'argent avec ça. Ça, je pense que pareil, c'est un petit peu daté maintenant. Je pense plus que l'avenir, et il y en a un qui faisait d'ailleurs un petit peu ça, par exemple Marc Simoncini avec Mythic, c'est déjà un petit peu ça. Je pense que la valeur aujourd'hui est dans la data, elle n'est plus dans le code. Et que donc les business de demain qui vont cartonner, encore une fois, il faut regarder devant, il ne faut pas regarder derrière, c'est les business où on va pouvoir avoir de la data et on va valoriser cette data. C'est ça le business qui va réussir demain. Tu penses que ce serait ça? Ah oui, parce qu'en fait, les problèmes ils vont être résolus par l'IA. L'essentiel des problèmes, très facilement. Donc, il n'y a plus de barrière à l'entrée. Regarde la vitesse à laquelle les Chinois ont fait un copier-coller d'OpenAI avec DeepSeek. Moi, aujourd'hui, j'ai besoin d'un outil pour résoudre un problème dans ma boîte. Je prends mon Airtable, en 5 minutes, c'est fait. Je n'ai plus besoin d'aller acheter un produit RH, machin bidule. D'ailleurs, certains disent que c'est un peu la fin du SaaS dans les années qui viennent. Je pense que les problèmes demain, ils vont être résolus par l'IA parce que c'est un super outil pour résoudre des problèmes. Okay. Par contre, pour gagner de l'argent et pour faire un business, ce qui va être intéressant, c'est la data. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a de la data qui est publique, qui est accessible à l'IA et qui lui permet de s'entraîner. Il y a toute la data qui n'est pas accessible à l'IA. Et celle-là va avoir beaucoup de valeur. On voit d'ailleurs aujourd'hui avec les deals que sont en train de signer les grands de l'IA avec, par exemple, les éditeurs de presse pour avoir un accès officiel aux articles de journaux qui ne sont pas publiés gratuitement sur Internet. Donc aujourd'hui, les grands modèles de langage n'ont pas accès aux données d'Airbus, de Total, de L'Oréal, et la valeur, elle est dans la data. Donc c'est ça que je changerais. J'essaierai pas de résoudre un problème, j'essaierai de trouver un moyen de collecter beaucoup de data qui ont beaucoup de valeur. Sur un plan personnel, comment on gère la vie personnelle? C'est très simple, 2 divorces, pas d'enfants, voilà, bon plan. Ouais. Non, moi ça a été un sujet très clair depuis le départ. Alors pas les divorces, ça c'est jamais vraiment choisi, mais en tout cas les enfants. Moi j'ai pas le temps dans ma vie d'avoir des enfants. Challenging. Ouais, exactement. J'ai pas quelque chose que j'ai ressenti. Et puis surtout, je suis convaincu de vivre dans une époque où on n'est pas obligé d'en faire. Et puis ça s'est construit au fil du temps aussi avec une conscience environnementale de plus en plus forte. J'aime beaucoup les amis qui, des fois, essaient de me donner des leçons sur ma consommation d'énergie avec l'IA. Et je leur demande, est-ce que tu as fait des gosses? Ouais, j'en ai 3. Regarde la consommation carbone de tes enfants avant de venir me parler de ma consommation sur l'IA. Parce qu'il n'y a rien de pire que de faire des gosses pour la consommation carbone pour cette planète. Donc, pas d'enfants, et ça me va très bien. Et une vie d'entrepreneur, c'est comme un peu une vie de moine, quoi. C'est un vrai choix structurant pour tout le reste. Et donc, il faut trouver aussi une compagne qui accepte de vivre ça. Il faut
accepter de beaucoup travailler. Mais je ne vais pas me plaindre parce qu'on l'a choisi. Donc, et ça, je crois que c'est une chance qu'on a aussi aujourd'hui de pouvoir choisir le job un peu qu'on veut quand même, en s'en donnant les moyens. Et donc, moi, je suis très heureux avec cette vie d'entrepreneur. Pour rien au monde, je voudrais faire autre chose. J'ai été salarié 9 mois dans ma vie. Je suis très heureux d'avoir été salarié 9 mois dans ma vie. Et je pense qu'il y a plein de gens qui sont très heureux dans leur job en tant que salarié. C'est génial, il faut de tout. Tant mieux pour eux. Ouais, exactement. Mais moi, je suis content avec pour rien au monde, je changerais. Ouais, voilà, je suis content. Et en fait, c'est une fausse liberté, d'ailleurs, tu le sais très bien, parce qu'en réalité, on bosse tout le temps, on est hyper dépendant de notre boîte, il faut faire les salaires, il y a beaucoup de pression, donc c'est une vraie fausse liberté. Ouais. On a une forme de liberté de décision, mais la réalité, c'est qu'on est quand même tous un peu esclaves de nos boîtes. Donc, totalement, oui. Mais bon. Mais on l'a choisi et moi, ça me va bien. C'est un équilibre qui me va assez bien, finalement. Je suis d'accord avec ça aussi. Moi, j'ai mon entourage qui a beaucoup changé depuis que je suis devenu entrepreneur. Mais la vision de l'entrepreneur a tellement changé en 30 ans. Ouais. Il y a 30 ans, moi, tous mes potes qui sortaient d'école de commerce, ils voulaient aller en finance, chez L'Oréal, chez Total. Ouais. Aujourd'hui, tous ceux qui sortent d'école, ils veulent tous lancer leur start-up. Ouais. Ça a complètement changé. Moi, je vois des jeunes qui lancent leur start-up. D'ailleurs, ça me fait marrer aujourd'hui quand on entend les débats complètement stérile sur la taxe Zuckman. Je vois des jeunes qui sortent de l'école, ils créent leur boîte en Estonie, ils partent s'installer à Dubaï, machin. Mais aujourd'hui, il faut se rendre compte de la réalité du monde qu'on a aujourd'hui, quoi. La compétition, elle est internationale. Nos jeunes, ils parlent l'anglais, ils peuvent s'installer où ils veulent, ouvrir des comptes bancaires partout, faire de la crypto. Enfin, quand je vois le niveau du débat politique en ce moment et la réalité de ce qui se passe sur le terrain, mais je suis dépité de voir ça. C'est impossible. Et je pense qu'on va vraiment avoir besoin d'avoir une nouvelle génération d'hommes politiques. Sinon, on va droit dans le mur, quoi. Il n'y en a pas un qui comprend ce qui est en train de se passer, quoi. C'est catastrophique. On a perdu notre âle, là. Enfin, je veux dire, ça va être de pire en pire. Ouais. Mais est-ce que tu penses qu'être entrepreneur, il faut être avec une femme entrepreneur ou un homme entrepreneur, enfin bref, en couple avec un entrepreneur ou une salariée? C'est quoi ta... Alors, moi, je pense que... Alors, tu vois, on parlait tout à l'heure de la difficulté, du fait que j'aimais bien être toujours associé avec quelqu'un pour faire une boîte. J'ai jamais fait de boîte tout seul. Mais en même temps, je sais à quel point c'est dur de trouver les bons associés. J'ai fait des associations catastrophiques avec des gens que je connaissais depuis 10 ans et d'autres que je connaissais depuis 2 heures avec qui ça s'est super bien passé. Donc, il n'y a pas de règle. C'est très difficile. Et je pense que dans la vie de couple, pour un entrepreneur, déjà, on n'est pas tous entrepreneurs de la même manière. Des entrepreneurs qui... ont des activités qui leur permettent de rentrer le soir, de s'occuper des enfants, d'avoir une vie normale. C'est aussi un choix que j'ai fait. Ce n'est pas forcément le cas pour tous les entrepreneurs. Et en revanche, je pense que la compatibilité, c'est d'abord un mindset. Moi, j'ai été avec des femmes salariées, d'autres entrepreneurs, et je ne peux pas dire que ça soit mieux passé dans un cas que dans un autre. Okay. Un petit peu comme avec les associés, comme je disais précédemment. Donc là où c'est difficile parfois, c'est plutôt avec les amis de comprendre la réalité de ce qu'on vit. Et tu vois, moi, Allegria, c'est ma 15e start-up, la première rentable d'ailleurs. Tout arrive. Nous ne nous demandez pas d'être rentable avant, donc on s'en foutait un peu. Maintenant, il faut être rentable. Et je crois que ce n'est pas la première ou la deuxième, que si tu es un entrepreneur, tu sais que tu es un entrepreneur, c'est à la 3e, 4e, 5e, parce que une fois que tu en as fait 2 ou 3, tu sais à quel point c'est dur. Si tu y retournes, c'est que vraiment, tu es fait pour faire ça. Il y a beaucoup de gens, parfois, qui en font une et puis qui arrêtent en cours de route parce qu'ils se rendent compte que vraiment, c'est trop difficile et que ce n'est pas fait pour eux. Donc, voilà, moi, je pense qu'il y a un peu de dîner et d'acquis là-dedans. Tu vois, je ne crois pas du tout aux gens qui pensent qu'il faut être bien né pour forcément être entrepreneur, avoir des qualités innées. Oui, il y en a sans doute certaines qui t'aident. Et je ne crois pas non plus juste à l'idée de dire que c'est un job comme un autre qui s'apprend à l'école. Et voilà, quoi. C'est un peu un mix des deux. Et la 3e dimension pour moi, la plus importante pour l'entrepreneur, c'est l'expérience. Il n'y a rien qui remplace l'expérience. Je vois encore aujourd'hui régulièrement des boîtes qui partent au tapis avec des entrepreneurs qui n'ont jamais été accompagnés avec des gens qui sont passés par l'avant, qui sont capables de leur expliquer que c'est pas grave si pendant 2 mois, tu ne payes pas telle et telle charge, tu peux t'en sortir. Enfin, on est dans un monde où finalement on a fait des entrepreneurs un peu trop techniciens qui sortent d'école avec les bons diplômes, mais qui ne sont pas forcément des gens qui, sur le terrain, vont avoir cette capacité d'adaptabilité. Et Xavier Niel le disait très bien d'ailleurs dans sa conférence qu'il a faite à l'Olympia il y a quelques mois. La première partie, c'était de dire quand tu es un entrepreneur au début, tu es un peu obligé d'être border, quoi.
Lui, il était très border. Il a même été condamné, je ne sais plus pour quelle raison, mais dans ses premiers business. Et tu ne peux pas démarrer en étant trop lisse non plus, quoi. Bah oui, forcément, tu vas prendre des parts de marché à quelqu'un. Forcément, tu vas bousculer des personnes sur un marché établi qui ne vont pas être contents. Donc, il faut quand même avoir envie de descendre un peu dans le ring, quoi, et avoir envie de se battre. Pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, tu fais une personne qui veut faire appel à tes services, comment elle fait? Enfin, c'est dire comment ça se passe là pour le no-code Eh ben, c'est très simple. Nous, on a à la fois des modules de formation pour les particuliers. Donc, les gens peuvent s'inscrire directement pendant nos événements en ligne la plupart du temps. On a aussi maintenant un catalogue de formation. Et puis, les gens qui ont des entreprises viennent aussi beaucoup chez nous pour se former ou former leurs employés. Je dirais que le sujet aujourd'hui, dans le choix de la montée en compétences sur ces outils, il est essentiel. Et nous, on a peut-être une différence avec un peu les autres écoles. On a une conviction forte chez Allegria, c'est que le marché de l'éducation va être complètement disrupté par l'arrivée de l'IA. On n'enseignera plus du tout de la même manière dans 5 ans, dans 10 ans. Et on veut être un peu cette nouvelle école de nativement AI aussi, tu vois. Et du coup, on a essayé de réinventer une pédagogie parce que les gens, ils n'ont pas le temps d'aller faire un bootcamp de 3 mois. Il faut qu'ils fassent ça quand ils veulent, d'où ils veulent. Donc, c'est forcément en remote. Et donc, nous, on a une méthode pédagogique aujourd'hui qui réunit à la fois une formation en ligne, une grosse communauté, une vraie famille de gens qui s'entraident pour apprendre ensemble parce qu'on croit beaucoup à l'intelligence collective, et aussi du coaching. Et c'est les 3 ensemble qui font que ça fonctionne vraiment, tu vois. Et c'est sur combien de temps? 1 an? Chacun fait la durée qu'il veut en fonction de ses moyens et de ce qu'il veut faire. Mais on va dire que nous, on a un accompagnement de base qui est à peu près d'1 an, effectivement. Et après, il y a des gens qui vont aller très vite, qui vont tout faire en 3 mois parce qu'ils ont déjà un petit peu de compétences techniques, et puis d'autres qui vont mettre un peu plus de temps. Donc, il ne faut pas se mettre de pression spécifique. La seule responsabilité qu'on a tous aujourd'hui, et les gens qui nous écoutent ne pourront pas dire qu'ils ne le savaient pas, c'est qu'il faut s'y mettre. Voilà, et vite, parce qu'il y a une espèce d'urgence. Souvent, les gens pensent qu'ils vont se faire remplacer par l'IA. La réalité, c'est qu'ils vont se faire remplacer par les gens qui maîtrisent l'IA. C'est ça qui est en train de se passer. Et donc, on interroge, par exemple, aujourd'hui, les entreprises françaises sur le sujet. On est bien en France, on n'est pas aux US. 67% pensent aujourd'hui que les compétences techniques seront plus importantes que les compétences pédagogiques d'ici 3 à 5 ans. Tu vois. Donc, dire qu'on n'a pas beaucoup de temps pour monter en compétence sur ces outils. Et demain, sur un CV, de la même manière que tu mets Word, Excel, PowerPoint, comme tout le monde, si tu n'as pas l'IA, l'automatisation, ça sera plus difficile de trouver un job. Et du coup, c'est que ça soit 3 mois. Enfin, j'ai bien compris qu'il n'y a pas de durée, mais c'est le même prix à la personne qui... Non, en fait, ça dépend du volume de coaching que tu veux. C'est ça qui fait beaucoup la différence de prix. Compétences. Ouais, exactement. Et puis du niveau d'accompagnement que tu veux. On a une gamme de prix qui va grosso modo de 1 000 à 25 000 euros en fonction de la personnalisation. Nous, ce qu'on aime bien faire, et c'est pour ça que quasiment 100% de nos clients aujourd'hui ont un échange téléphonique avec nos experts, c'est d'essayer de construire des accompagnements sur mesure. Chaque situation est différente, chaque objectif est différent. Ce n'est pas la même chose si tu es un avocat, si tu es salarié, si tu es un chef d'entreprise. Et donc, on essaye à chaque fois de trouver, dans l'ensemble de ce qu'on a construit chez Allegria, la solution qui correspond le mieux à ce que toi, tu veux faire. Par contre, c'est 100% remote et tu le fais à ton rythme et c'est tout en français. Donc, c'est quand même des choses importantes aujourd'hui parce qu'il y a plein de contenus. Effectivement, tu peux trouver des choses sur YouTube, mais bon, c'est-à-dire que c'est souvent plus de la pub que vraiment du contenu et souvent en anglais aussi. Donc, voilà. Tu n'as jamais tout le détail. Tu as le gars à la fin qui te dit ça t'a plu, achète ma formation pour connaître le reste. Tu as passé une demi-heure et finalement, tu n'as pas appris grand-chose. En fait, YouTube, c'est le lead magnet. Exactement, c'est le lead magnet pour te vendre une formation. Donc, tu as toujours un petit peu de valeur et tant mieux. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses et YouTube, ça reste super, tu vois. Mais ce n'est pas une démarche pédagogique, tu n'as pas le coaching, tu ne veux pas poser tes questions, tu n'es pas accompagné si tu es bloqué sur un sujet. Le mec, il te montre le truc en 3 minutes, alors qu'il te dit qu'il a fait en 3 minutes, alors arrêté, ça fait 3 jours qu'il bosse dessus. Il y a un peu de rêve aussi. Il faut prendre le temps de se former. Exactement. Faire par soi-même et surtout se sentir capable. Tous ces outils, ils ont été conçus pour tout le monde. On n'est pas en train de parler d'un nouveau framework technologique pour des développeurs. La base même de ce qui fait la valeur de ces entreprises d'IA aujourd'hui, c'est justement que c'est accessible à chacun d'entre nous. Et souvent, on me dit, mais Francis, comment tu sais qu'il y a, c'est vraiment une révolution technologique?
Je dis, c'est simple, moi, je regarde ma mère. J'aurais parlé de mon frère et de ma mère, et pas juste ma chérie, dont je n'ai pas parlé finalement chez toi. Ma mère, on a peut-être encore mieux, parce qu'elle est ingénieure en IA aussi, donc elle travaille aussi dans l'IA. Mais sur ma mère, c'est assez intéressant, parce que quand je regarde aujourd'hui, elle a 75 ans, qu'est-ce qu'elle utilise comme technologie ? Internet, un iPhone et l'IA. Voilà. Et quand tu regardes les 30 dernières années, tu peux regarder le métaverse, le Web 3, tout ce que tu veux. Ma mère, elle s'en servira jamais. D'accord ? Mais ces trois-là, elle les utilise aujourd'hui et c'est ma boussole. Ouais, c'est clair. J'avais bien aimé, en fait, avant que tu viennes, on avait beaucoup échangé et j'avais particulièrement adoré nos échanges. En fait, tu parlais de ta mère et ça m'a fait penser à... Enfin bref, en fait, on avait échangé il y a 3 ans. Ouais. Moi, ma mère est décédée, donc c'est pour ça que j'avais bien aimé ton jus de cerveau. Aujourd'hui, tu es au courant, je lance mon livre, enfin, il va sortir dans un mois, le 16 octobre. Ouais, c'est génial, tu m'as dit ça, c'est canon. Bravo. Merci. Tu sais que ça fait partie de mes objectifs d'enfin réussir à sortir un bouquin. J'ai 2 maisons d'édition qui me tannent depuis 2 ans et je ne trouve pas le temps de le faire. Il faut que tu le fasses. Après, si je peux à mon humble niveau, si je peux te dire comment j'ai fait, je peux te dire. Avec grand plaisir. Moi, je prenais. Après, c'était simple pour moi, en guillemets, dans le sens où moi, j'ai 2 enfants, j'ai 2 garçons. Ouais. Et en fait, j'ai mon fils, et là, on tourne, il a 10 mois. Okay. Et à 4h du matin, il me réveillait tout le temps. Tu vois, et donc, tu en profitais pour écrire ça. En fait, 4h du matin, t'es levé, tu donnes le biberon, boum. En fait, moi, ça m'est très difficile. En fait, donc, après, je me levais et j'ai resté là. Plutôt de rester sur mon téléphone, j'allais au salon. Ça, mon truc, il faut que je fasse un gosse, en fait. C'est ça que tu es en train de me dire. Il faut que tu fasses un gosse, sinon tu mets ton réveil. C'est le gosse et un bouquin, ou pas de gosse et pas de bouquin. En fait. Non, mais tu mets ton réveil très tôt et puis tu fais avant de. Après, moi, je dors pas beaucoup. Je dors 6 heures par nuit, donc j'ai des très longues journées. Mais effectivement, je les utilise malheureusement souvent pour d'autres choses. Et il faut que j'arrive à trouver le temps pour faire travailler là. Parce que j'ai très envie de le faire en plus. Il faut. Je pense qu'il y a beaucoup. C'est très inspirant. On a beaucoup à apprendre de toi. Alors, je suis frustré. D'ailleurs, je peux me permettre d'annoncer, tu seras là le 15 novembre avec nous ? Je serai là le 15 novembre avec vous, bien sûr, avec grand plaisir. Exactement. Francis sera là le 15 novembre au premier événement du storytelling en Europe. Donc, du coup, c'est le samedi 15 novembre à Paris. Donc, j'espère vraiment te voir. Moi aussi, j'espère les voir. Il faut qu'ils viennent. Exactement. Exactement. Du coup, moi, ma question, si je peux emprunter ton jus de cerveau, même si tu n'as pas écrit de livre, mais je sais que tu as un cerveau, comment tu ferais pour aller chercher 100 000 euros de vente avec un livre ? Ah, c'est une bonne question. 100 000 euros de vente avec un livre. Oui. C'est combien le livre ? 20 balles ? Oui, il a 20 balles. 20 balles, ok. Donc 50 000 acheteurs quand même. Ah ouais, il faut y aller déjà là. Il faut y aller. Moi, je pense que je ferai du social selling, comme on le fait aujourd'hui, parce que je pense que ça peut être un produit qui s'y prête bien. Je ferai du low touch, c'est-à-dire pas de sales, vraiment achat directement en ligne. Et j'essaierai de trouver un lead magnet pour faire un webinaire, tu vois, sur un sujet vraiment très, très, très connecté au thème du bouquin. Okay. Et à la fin, j'emmènerai les gens sur l'achat du bouquin. Okay. Le social selling, en fait, ça permet déjà de faire rentrer les gens un peu dans ton bouquin, d'apprendre à te connaître. Moi, j'adore faire les webinaires. Je reçois une énergie de dingue. Je vois toutes les questions dans le chat. Je vois ce que les gens disent, qu'ils sont contents, qu'ils ne sont pas contents, sur un invité, sur un truc que je vais dire. C'est une interaction absolument incroyable. Et je me souviendrai toute ma vie, le premier webinaire que j'ai fait, j'en avais des frissons. Je regardais le truc et je voyais le compteur qui montait. Et quand on a fait le premier challenge, on a eu, je crois, 12 000 personnes en live sur le premier challenge qu'on a fait en début d'année. Et j'avais ma chérie qui était en face de moi, qui était venue me soutenir, là. Et je voyais le compteur qui tournait, et je voyais 100, 200, 500, 600, 1000. Toutes les secondes, il y avait 100 personnes de plus de connectées. Et puis, on arrive à 10 000. Elle a dit, waouh, 10 000, putain, ça fait un stade de foot, quoi. Ouais, exactement. Et là, tu te dis, waouh, tu prends une grosse bouffée d'oxygène, et tu dis, allez, faut y aller, de toute façon, faut envoyer du lourd. Et ça te donne une énergie de ouf. Je ressors des challenges, des 5 soirs, c'est entre 3 et 4 heures, comme d'un ring de boxe, en fait. C'est vraiment beaucoup d'énergie. Mais j'adore ça, c'est hyper... c'est mon adrénaline à moi. Ça me fait penser à mon pote Julien Lopez, qui est champion du monde de ski freeride et qui a une adrénaline incroyable quand il se lance, là, quand tu regardes des vidéos dans le vide en ski. À moi, c'est mon adrénaline à moi, quoi. Et puis moi, j'aime les gens, donc j'adore. Enfin, franchement, on passe 5 jours et moi, j'ai quasiment mal au cœur le dernier soir de les laisser, tu vois, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs... la dernière fois, on a même rajouté encore une soirée synthèse le dimanche parce qu'il me manquait, quoi, tu vois. Ah oui ? Ah ouais, mais c'est incroyable parce que en plus, tu vois les gens qui te posent des questions, les gens qui reviennent. Ouais. Franchement, c'est... Ouais, tu t'attaches à ce que tu veux dire. Ouais, je pense que... 3 jours, mais ouais, je vois. Je pense que pour vendre un bouquin, ça marcherait très bien aussi parce qu'en fait, on crée vraiment un truc ensemble. Et quand je vois les gens en vrai après, parce qu'on fait aussi beaucoup d'événements physiques où les gens viennent ensuite, une fois qu'ils ont rejoint la famille Allegria, mais ils me donnent une énergie incroyable. Enfin, c'est pour eux qu'on fait ça, quoi.
les gens qui viennent me sauter dans les bras en me disant Francis, tu as changé ma vie, j'ai signé mes premiers clients, j'arrive à faire des trucs incroyables, jamais j'aurais pensé que c'était possible, j'ai retrouvé du sens dans ce que je faisais. C'est génial. Alors oui, c'est sûr qu'il y en a quelques-uns qui ne vont pas y arriver. Tu ne peux pas réussir à faire en sorte que tout le monde y arrive. Mais pour tous ceux qui vont y arriver, c'est juste des moments incroyables. Excellent. Merci beaucoup pour le conseil. Merci à toi. On arrive vers la fin. Si c'était un repère, entrepreneur ou salarié? Entrepreneur. Avec enfant ou sans enfant? Sans enfant. Produit ou service? Ah putain, ça c'est dur. C'est impossible de choisir, j'aime les deux. Tu dois choisir. Allez, je dois choisir service. Ok. Pub ou contenu organique? Ça aussi c'est dur. Non mais moi j'ai besoin que ça aille vite, donc pub. Ouais. Instagram ou LinkedIn? Elles sont dures tes questions. Instagram. S'associer ou se lancer seul? S'associer. Personal branding ou plutôt storytelling? Storytelling. Travail intense et repos ou travail moyen sans repos? Travail intense sans repos. Travail intense sans repos? Bah ouais. Ok. Moi cette année j'ai pris une semaine de vacances. Hein. Ok. C'est tout. Hein. Pas besoin de plus. Hein. Et je suis tombé malade en plus. Parce que tu sais, t'as pas le temps d'être malade quand t'es entrepreneur. Ouais, c'est clair. Ouais. Donc tu tombes malade quand t'es en vacances. Quand ton corps il arrête, boum, t'es malade. Exactement. C'est ton corps non, moi je trouve qu'une semaine de vacances, c'est bien. Ouais. Ok. Une notoriété rapide ou un impact profond? Un impact profond. Offre premium ou accessible? Premium. 100% risque ou sécurité? 100% risque. Un marché de niche ou un marché de masse? Marché de masse. Lever des fonds ou fonds propres? Fonds propres. S'exposer ou se protéger? S'il y a bien un truc qui me pose problème dans ce que je fais aujourd'hui, c'est de commencer parfois à être reconnu dans la rue. Moi, j'aime ma liberté et pas du tout rechercher une quelconque notoriété. Donc, c'est difficile de répondre à la question parce que l'un ne va pas sans l'autre. En fait. Tu as quand même besoin d'être un peu exposé. Quoi. Ça marche. No code ou Sarenza? No code à fond. Merci beaucoup pour ton temps. J'ai juste une dernière question. Si tu as un conseil à donner à un entrepreneur comme moi, ce serait quoi comme conseil que tu donnerais? J'en donne deux si tu veux bien. Okay. Premier, c'est à ceux qui ne sont pas encore lancés. Considérer que ça n'a jamais été aussi simple de se lancer que maintenant. Okay. Il n'y a pas meilleur moment qu'en 2025 pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, il faut y aller. Et puis, pour ceux qui sont déjà entrepreneurs, j'ai envie de dire, formez-vous à l'IA, en fait. Formez-vous à l'IA parce que ça va être votre meilleur allié pour faire de vous des meilleurs entrepreneurs, en fait, tout simplement. Merci beaucoup. Comment on peut te retrouver? Partout, sur Instagram, oui. Francis Lelon FR, sur LinkedIn, bien évidemment. Je ne suis pas très Twitter, parce que je trouve que c'est devenu juste une foire aux gens qui se défoulent. Et puis sur Allegria Group, notre site internet, bien évidemment. C'est quoi le site? Allegria.group. Ok, super, merci beaucoup. Merci à toi. J'espère vraiment que vous avez adoré cet épisode. En tout cas, moi, j'ai bien aimé. Dites-moi si vous utilisez l'intelligence artificielle ou pas, et dites-moi ce que vous avez retenu de cet épisode. Il y a une phrase qui m'a particulièrement marqué. L'étude de marché, c'est comme un bilan, c'est regarder dans le passé. Dites-moi ce que vous avez retenu, vous, et puis n'hésitez pas à suivre Francis à ce moment où on est en train de parler. Ça sera en cross-post sur Instagram et dans le podcast. Allez voir ce qu'il fait. Merci beaucoup. Merci à toi, Steve. Chapeau à super. toi. On a passé un bon moment. Carrément. Merci. Super. À bientôt. À bientôt.